Les amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de l'AS Monaco qui est pour moi le principal concurrent cette saison du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Alors je me suis évidemment muni de mes notes pour vous parler du club du Rocher. Je suis allé voir le match entre Monaco et Lille vendredi. J'ai aussi pris des notes de ce match-là que j'ai trouvé fort intéressant malgré la purge footballistique proposée par Lille. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'enseignements sur ce match-là et avec un PSG qui est peut-être moins fort que les années précédente, une solidité défensive retrouvée et une profondeur de banc de grande qualité. Je pense que Monaco peut clairement prétendre au titre cette saison. À l'heure où je vous parle, Monaco a concédé le nul face à Lille vendredi. Le Paris Saint-Germain s'est imposé hier, ce qui fait que le club de la capitale est repassé premier de Ligue 1 à la différence de but. Ce qui est sûr, c'est que Monaco est assuré de finir deuxième de Ligue 1 à l'issue de cette journée. Et on va évidemment lister les différentes notes que j'ai pu prendre et ce sera point par point évidemment. Alors le premier point, c'est que Monaco est invaincu cette saison, toute compétition confondue. Même en Ligue des Champions, le club du Rocher est invaincu et pourtant ça n'est pas faute d'avoir affronté des adversaires de qualité et d'avoir eu des déplacements laborieux. Le premier adversaire de qualité, c'est quand même le FC Barcelone et malgré le fait que le club catalan ait été réduit à 10 assez tôt, ce qui a évidemment enlevé de la substance au club catalan, qui leur a enlevé évidemment du niveau, mais surtout un joueur. Donc il est vrai que beaucoup ont imputé la victoire de l'AS Monaco à ce carton rouge d'Eric Garcia. Je pense aussi que si le Barça était à 11, les Catalans l'auraient emporté, mais ça n'enlève rien à l'exploit monégasque. Ça n'est pas rien de battre le Barça, même réduit à 10, ça n'est pas rien de canaliser Robert Lewandowski pour une défense qui l'an dernier et même sur les années d'avant était aux abois, on y reviendra. Mais en tout cas, le premier point, c'est que Monaco est invaincu cette saison, toute compétition confondue, et il y a peut-être la chance d'une équipe qui va faire quelque chose en Ligue des Champions. Je m'explique, sur le deuxième match en déplacement face au Dynamo Zagreb, le match Waterpolo, surnommé ainsi par les supporters de Monaco, parce que c'était un match où Monaco ne pouvait absolument pas jouer tant les conditions étaient particulières du côté de la Croatie. Eh bien, Monaco est mené 2-0 pendant une grande partie du match, avant finalement de réduire la marque dans les dernière minute. Donc on a vu que cette équipe monégasque était faite de résilience, de persévérance et ça c'est peut-être la chance d'une équipe qui va faire quelque chose de grand cette saison. Donc Monaco invaincu, Monaco en confiance, Monaco qui n'a pas perdu de la saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, très intéressant et je pense que c'est très fondateur, comme la victoire par exemple face au FC Barcelone. Je pense que c'est une victoire fondatrice d'un groupe. Il y a toujours pour un club qui va faire une grande saison une victoire en septembre ou en octobre qui permet enfin de lancer la saison. Pour le cas de l'AS Monaco, je pense clairement que c'est le match face à Barcelone. Maintenant, on va parler des idées d'Adi Hutter. Et il est vrai que le coach autrichien propose des choses assez intéressantes avec un système tout de même assez modulable avec pas mal de pressing. On l'a vu face à Lille où les défenseurs centraux lillois, Diakité et Alexandro, ont été mis en grande difficulté à la relance par le pressing monégasque, notamment par le très athlétique Ileni Kena qui mettait évidemment un gros pressing avec l'activité aussi sur les côtés de Ben Seguir, de Minamino, au pressing aussi. Donc moi, évidemment, les offensives de Monaco, je les trouve très intéressants. Balle au pied, il y a vraiment des formidables joueurs de ballon du côté du club de Rocher. Mais ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est l'abattage défensif et la capacité à aller chercher haut l'adversaire. Et ça, c'est les idées de jeu, évidemment, de Adi Hutter. Comme tous les coachs allemands, autrichiens, ils ont cette philosophie du gegenpressing, d'aller vraiment chercher l'adversaire. Et ça contrastait fortement avec l'équipe de Pep Genesio, lilloise, qui ne faisait pas le même pressing, en tout cas dans le rythme n'y était pas autant. Et c'est vrai que les idées de jeu d'Adi Hutter, on les a vues l'an dernier, peut-être que ça ne s'est pas vraiment matérialisé parce que Monaco n'a pas gagné de titre, parce que Monaco a fait une belle saison l'an dernier, mais sans non plus crever l'écran. Mais cette année, deuxième saison d'Adi Hutter, on se dit qu'il a encore plus la main mise sur son collectif, sur son groupe, et ça se voit puisque ce pressing haut, cette capacité aussi à relancer proprement avec des joueurs de qualité derrière, mais aussi cette solidité défensive. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souligné, c'est une solidité défensive retrouvée, puisque dans le passé, Monaco pouvait prendre énormément de buts, et même quand il y avait, par exemple, la charnière Gemerson-Glick qui marchait très bien, eh bien, Monaco prenait quand même beaucoup de buts. Même quand il y avait Disasi et Badiachil, qui sont quand même intrinsèquement des bons joueurs, Monaco prenait beaucoup de buts. Et là, peut-être qu'avec moins de talent derrière, mais plus d'organisation, Monaco parvient à avoir cette solidité défensive retrouvée, et je pense que ça faisait longtemps que Monaco n'avait pas été meilleure défense de Ligue 1 à ce stade-là de la compétition, seulement 4 buts encaissés. Et si, prochain point, tu rajoutes à cette solidité défensive retrouver un vivier offensif et une profondeur de banc de grande qualité, je pense que Monaco est tout à fait capable de prétendre à la Ligue 1, puisque ce qu'il faut, je pense, en football, c'est être efficace dans les deux surfaces, et Monaco, elle est clairement. Elle est efficace défensivement, elle a une capacité
à se regrouper. On l'a vu face à Lille après l'expulsion de l'international néerlandais Jordan Teze. Eh bien, cette équipe monégasque n'a pas hésité à se recroqueviller un peu plus. Forcément, tu vas pas presser alors que tu es en infériorité numérique. Donc, on a vu que ce système de UTR était aussi modulable, donc un peu de pragmatisme aussi qui se dégage du coach autrichien. Mais surtout, ce qui est très impressionnant à Monaco, c'est ce vivier offensif. Je parlais tout à l'heure de l'abattage physique des joueurs du Rocher, mais la qualité de cette équipe dans les pieds. Et rares sont les équipes de Ligue 1 à avoir autant de talent devant, avec Ben Seguir, évidemment, Akliouche et en plus une profondeur de banc. Face à Lille, tu fais sortir le jeune Ben Seguir pour faire rentrer Marnes Akliouche. Ça montre quand même qu'il y a une vraie profondeur de banc, une complémentarité, mais aussi une polyvalence avec un Golovin par exemple qui est capable de jouer dans un double pivot, dans un milieu à 3, en 10, même sur un côté, avec un Minamino aussi qui peut jouer sur un côté, en faux neuf, aussi en numéro 10. Donc on a des joueurs qui sont capables aussi d'interchanger les rôles. Par exemple, on peut faire une attaque en 4-2-3-1 avec Ben Seguir en 10, Akliouche à droite et Golovin à gauche. Et on peut tout changer. On peut aussi mettre Akliouche en 10, Ben Seguir à droite et Golovin à gauche. Donc on voit qu'il y a une attaque qui est très modulable avec des joueurs qui ont, et c'est peut-être une des limites de Monaco, des profils un peu similaires. Peut-être que ça peut manquer quelque peu de profondeur. Quoique sur le banc, tu as quand même des mecs comme Mbolo, comme Crépin Diatta, comme Ouattara qui sont tout à fait capables de rentrer et d'amener de la profondeur. Donc au niveau des titulaires, il y a peut-être des joueurs qui se marchent un peu dessus, qui ont le même profil. Ben Seguir, Golovin, Minamino, Akliouche, on parle de meneurs de jeu assez fins techniquement, mais aussi assez fins au niveau de la corpulence, surtout pour Akliouche. Mais il y a aussi des joueurs qui sont capables de rentrer en jeu et d'amener énormément de profondeur. Donc il y a un vivier offensif de qualité, il y a une profondeur de banc là aussi, et tout ce qu'il faut finalement dans une saison où tu joues de compétition. Monaco joue la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Et forcément, tu vas devoir, avec ces 8 matchs de poule, ce nouveau format, si tu veux prétendre au titre, il va falloir évidemment faire tourner, commencer à bien gérer ton banc. Et je trouve que Adi Hutter l'a parfaitement fait. Ben Seguir était parti du côté du Maroc pour jouer avec les Lions. Akliouche était parti avec les Espoirs. Je me demande même si Minamino n'est pas parti du côté du Japon. Donc c'est vrai qu'il a fallu gérer ces trêves internationales et il l'a parfaitement fait en sortant Ben Seguir au bon moment, en donnant les minutes qu'il fallait à Akliouche. Maintenant, je pense qu'il y a une limite offensivement du côté de Monaco. La première limite, c'est évidemment ces profils un peu similaires au niveau des titulaires où ça peut un peu se marcher dessus, c'est-à-dire que ça peut beaucoup jouer à la baballe, mais manquer un peu d'incision et d'efficacité devant. Mais tu as aussi cette problématique du 9, où tu as trois numéros 9, Balogun, Ilenikena et Mbolo, mais aucun des trois n'arrive vraiment à convaincre. Ilenikena était rentré, avait marqué l'histoire en marquant face au FC Barcelone, mais on sent qu'il y a quelques limites, qu'il n'arrive pas vraiment à se connecter avec les autres. Et Balogun et Mbolo sont des joueurs de profondeur. Et donc, ils ne parlent pas, par définition, le même football que Ben Seguir, Golovin et Akliouche. Là où Ben Seguir, Golovin et Akliouche aiment bien jouer dans les pieds, avoir un Mbolo et un Balogun, oui, ça va t'apporter de la profondeur, ça va t'apporter une option de passe différente, mais tu vas pas avoir une connexion entre les quatre de devant. Donc, ça peut évidemment être problématique. Et aussi, ce qui me donne envie de dire que Monaco peut gagner la Ligue 1, c'est clairement que c'est pas la meilleure période de Monaco. Traditionnellement, Monaco n'est pas bon en septembre ou en octobre. Monaco monte en puissance petit à petit et on se rappelle sur les 2-3 dernières saisons, Monaco est toujours bon dans le money time. Monaco enchaîne toujours les victoires de février à mai. C'est ça qui me conforte dans l'idée que Monaco va être champion, c'est que Monaco en général n'est pas bon en septembre et en octobre. C'est vraiment au début, ça met du temps à se mettre en place. Bon là, ça n'a pas mis du temps puisque Adi Hutter était déjà là l'an dernier, donc il n'y a pas eu de temps d'adaptation à faire avec un nouveau coach, des nouvelles idées. Adi Hutter était déjà là l'an dernier, donc son système de jeu est connu par les joueurs, mais j'ai l'impression quand même que cette équipe de Monaco connaît son pic de forme entre février et avril, et on est loin d'être en février et en avril, donc c'est ça qui me rassure aussi pas mal, et je pense que Monaco a tout à fait les qualités pour être champion, un vivier offensif de grande qualité avec beaucoup de talent devant, une profondeur de banc, une diversité de profils. Tu as des joueurs très techniques de ballon avec les jeunes Ben Seguir à Kliouche, avec Golovin et Minamino, mais tu as aussi des joueurs de profondeur avec Diatta, avec Ouattara, des joueurs aussi qui peuvent évidemment diversifier le style de jeu à Diuter. Tu as une volonté d'aller presser avec des offensifs qui, oui, sont très bons avec le ballon, mais sont aussi très bons dans le rythme et l'intensité qui peuvent être mises dans ce genre de match. Et peut-être la problématique du numéro 9, et on l'a vu face à Lille, tu dois le gagner le match, mais tu fais 0-0 puisque tu as beaucoup de joueurs qui jouent à la baballe et puis tu as beaucoup de numéro 9 qui finalement ne font pas le boulot devant puisque ça manque, je pense, quelque peu de talent offensif au poste de numéro 9. Il y a beaucoup de talent évidemment au poste d'ailier, au poste de numéro 10, mais au poste de numéro 9, je trouve que ça manque fondamentalement de talent. Mbolo n'est pas celui de la Suisse, Balogun n'est pas celui de Reims, et Ileni Kena,
Il a peut-être du talent, il est encore très jeune, mais ça reste un diamant à polir. Et dans la connexion avec les profils techniques derrière eux, ça reste quand même compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous pensez comme moi que Monaco va être champion, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.